Tout ça pour ça. Franck m'avait-il raconté des sornettes? Cette rencontre avec son père à l'aéroport Kennedy avait-elle seulement eu lieu ou l'avait-il rêvé? Pourquoi avait-il construit autour de ce phare une mythologie qui n'existait que dans ses délires? J'avais en tête toutes ces questions lorsque la pièce fut parcourue d'un improbable courant d'air, puissant et glacial. Surpris, je laissai tomber ma lampe torche. Alors que je me baissais pour la ramasser, je vis soudain la porte qui se refermait sur moi. Plongé dans les ténèbres, je me relevai et tendis la main pour l'ouvrir, mais mon corps se figea, comme transformé en statue de glace. Le sang bourdonna à mes oreilles. Je poussai un hurlement, puis un bruit d'aspiration déchira mes tympans jusqu'à m'étourdir, tandis que je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Deuxième partie. En des lieux incertains. 1992. Les lumières de la ville. La route de l'enfer est si bien pavée qu'elle ne réclame aucun entretien. Rue Trendle. 0. Des effluves puissants de myrrhe et de bois verni, une odeur camphrée d'encens et de cire de bougie, un marteau-piqueur qui pilonne l'intérieur de mon crâne. J'essaie d'ouvrir les yeux, mais mes paupières sont comme cousues. Je suis allongé sur un sol dur et froid. Ma joue est écrasée contre la pierre. Je me sens fiévreux, grelottant, je hoquette. Une douleur me barre la poitrine, m'empêchant de respirer normalement. Ma gorge est sèche et j'ai un goût de ciment dans la bouche. Je reste encore prostré plusieurs secondes, incapable de m'animer. Peu à peu, le silence autour de moi fit place au bourdonnement d'une foule véhémente. Une colère gronda. Mais contre quoi? Dans un effort surhumain, je me mis debout et entr'ouvris les paupières. J'avais les yeux qui brûlaient et la vue trouble. Je fis des efforts pour distinguer le décor autour de moi. Un éclairage diffus, un crucifix, des candélabres soutenant des cierges, un baldaquin de bronze, un autel de marbre. Chancelant, je fis quelques pas. Visiblement, j'étais au beau milieu du cœur d'une église, d'une cathédrale même. Une nef d'une centaine de mètres s'ouvrait devant moi, flanquée de deux immenses rangées de bancs en bois sculpté. Je levai la tête. Plusieurs dizaines de vitraux multicolores filtraient une lumière chatoyante. Les voûtes gothiques qui culminaient à plus de 30 mètres me donnèrent le vertige. À l'opposé du chœur, un orgue monumental déployait sa soufflerie et ses nombreux tuyaux sous l'œil cyclopéen d'une rosace en vitrail miroitant d'infinies nuances de bleu. « Appelez la police !» Le cri jaillit dans la foule. Des dizaines de paires d'yeux effarés étaient braqués sur moi. Des touristes, des fidèles agenouillés en pleine prière, des prêtres qui patientaient près des confessionnaux. Je compris brutalement leur grondement de réprobation en constatant que j'étais presque nu, n'ayant pour tout vêtement que mon caleçon à pois rose et ma paire de Stan Smith crottée. Qu'est-ce que je fous là, bordel? J'avais à mon poignet la montre de mon grand-père. J'y jetai un rapide coup d'œil, 17h12, quand tout se mit à tourner autour de moi. Je me souvenais de la conversation avec mon père, de mes recherches sur le phare, de la pièce murée dans la cave où régnait une chaleur tropicale et de la porte métallique qui s'était brutalement refermée sur moi. Mais que s'est-il passé ensuite? J'avais les jambes en compote.
Pour ne pas m'écrouler, je m'appuyais sur le pupitre qui supportait une lourde Bible reliée. J'essuyais les gouttes de sueur glacée qui coulaient le long de mon échine. Il fallait que je sorte d'ici, et le plus vite serait le mieux. Trop tard. « Police! Don't move! Put your hands overhead! » Deux flics en uniforme venaient d'entrer dans l'église et remontaient en courant la travée centrale de la nef. Pas question de me faire arrêter avant de comprendre ce qui m'arrivait. Je rassemblais mes forces et m'élançais en dévalant les marches en marbre qui permettaient de quitter le chœur. Les premières foulées furent douloureuses. Mes os me semblaient aussi fragiles que du cristal. Et à chaque pas, j'avais l'impression que mes jambes allaient se briser dans un craquement. Les dents serrées, je longeais les chapelles latérales en bousculant les gens, renversant au passage un ornement floral, un porte-cierge en fer forgé, des piles de micelles rangées dans une étagère. « Eh vous, arrêtez !» Sans me retourner, je fonçais sur le sol glissant. Encore 10 mètres et je poussais la première porte devant moi. Ça y est, j'étais dehors. Je descendais une volée de marches en pierre, déboulais sur le parvis et... 2. Un concert de klaxons et de sirènes me déchira les tympans. Des colonnes de fumée blanche s'élevaient du macadam huileux avant de s'éparpiller dans un ciel sale où vrombissait un hélico. L'air était électrique, humide, suffocant comme dans un chaudron. Déboussolé, j'eus du mal à ne pas perdre l'équilibre. Je cherchais à fuir, mais avant que j'aie pu reprendre ma course, l'un des flics se jeta sur moi, m'agrippant par le cou. Sa prise m'arracha un cri. Malgré l'étreinte, je réussis à me retourner et repousser mon assaillant d'un violent coup de pied qui l'atteignit en plein visage. Libre, je repris ma course, poursuivi par sa collègue, une petite femme plutôt ronde que je pensais pouvoir distancer rapidement. Mais j'avais présumé de mes forces. Mes jambes cotonneuses menaçaient de me lâcher. J'avais du mal à reprendre mon souffle. Je tentais de traverser la rue, malgré la circulation, quand la fliquette me fit un croc en jambe et me plaqua au sol de tout son poids. Avant que j'aie pu me débattre, je sentis les menottes d'acier qui se refermaient dans mon dos, mordant la chair de mes poignets. Un kaléidoscope d'images vibrantes prit alors forme devant mes yeux. Des taxis jaunes qui slalomaient dans un canyon de verre et de béton, des Stars and Stripes qui claquaient au vent, la silhouette d'une vieille église noyée dans une forêt de gratte-ciel, une statue en bronze d'un atlas athlétique soulevant une voûte céleste aérienne. La tête écrasée contre le trottoir, j'étais tétanisé par la peur. Un feu brûlait dans mes entrailles, un reflux acide me rongeait l'œsophage. Et alors qu'on traînait sur l'asphalte mon corps suant, quasi nu, je me demandais comment j'avais pu me retrouver à New York, sur la 5e avenue, dans la cathédrale Saint-Patrick. 3. 20 heures. En cage. Le visage plongé entre les mains, je me massais les tempes avec les pouces tout en rêvant à 3 cachets d'aspirine et à une perfusion d'anti-inflammatoires. Après mon arrestation, une voiture de police m'avait conduit au 17e Precinct, une forteresse de briques brunes située au croisement de Lexington et de la 52e. Dès mon arrivée au commissariat, on m'avait enfermé dans une cellule collective au milieu d'une faune de SDF, de zonards et de dealers. Située au sous-sol du bâtiment, la cellule était une étuve. Pas de climatisation, aucune fenêtre, pas le moindre souffle d'air. En hiver, on devait y geler. En été, on y transpirait comme dans un sauna. Assis sur un banc fixé au mur, j'attendais depuis 3 heures, sans que personne ait pris la peine de me fournir de vêtements. Torse nu et seulement vêtu de mon caleçon à pois rose, j'avais enduré tous les quolibets possibles de la part de mes compagnons de cellule. Quand ce cauchemar va-t-il prendre fin?
Ça t'excite de te balader à poil, petite tarlouse? Cela faisait 1 heure que le clodo assis à côté de moi masticotait. Maigre comme un chien galeux, c'était une véritable épave, au visage rougeaud recouvert de croûte. Visiblement en manque, il passait son temps à égrener une litanie de propos obscènes et à gratter jusqu'au sang sa barbe jaunâtre et drue. À Boston, dans le service d'urgence où je travaillais, on nous amenait chaque jour plusieurs spécimens dans son genre. Des êtres cassés par la vie et par la rue, des êtres fragiles mais agressifs, coupés de toute réalité, que nous récupérions en état de coma éthylique, d'hypothermie ou de désordre psychiatrique. « C'est pratique cette tenue pour t'astiquer le manche, hein, malopette ?» Il me faisait peine, mais il me faisait aussi peur. Je tournai la tête pour l'ignorer. Il se leva brusquement et m'empoigna le bras. « Dis, t'aurais pas un peu de bibine planquée dans ton calcif? Un peu de bistouille dans ton gros robinet ?» Je le repoussai en douceur. Malgré la chaleur, il était emmitouflé dans un manteau de laine épais, figé dans la crasse. Lorsqu'il retomba sur le banc, j'aperçus un journal plié en 4 qui dépassait de sa poche. L'ivrogne s'allongea sur la banquette, le visage tourné contre le mur. Alors qu'il repartait dans sa logorrhée, je lui subtilisais le quotidien et le dépliais fébrilement. Il s'agissait d'une édition du New York Times barrée d'une grande manchette. Dans la course à la présidence, la Convention démocrate donne sa bénédiction à Bill Clinton. Une nouvelle voie pour une nouvelle Amérique. Sous ce titre, une grande photo mettait en scène le candidat, fendant au bras de sa femme Hillary et de sa fille Chelsea, une foule agglutinée. Le journal était daté du 16 juillet 1992. De nouveau, je plongeai la tête entre mes mains. C'est impossible. J'avais beau me creuser la cervelle, rien à faire. Mon dernier souvenir remontait à début juin 1991. J'étais effondré. L'espace d'1 minute, un gouffre s'ouvrit en moi et mon cœur s'emballa. Pour retrouver mon calme, j'essayais de contrôler ma respiration et de faire appel à ma raison. Comment expliquer mon trouble de mémoire? Une lésion cérébrale? Un épisode traumatique? L'absorption de drogue? J'ai été médecin. Même si la neurologie n'était pas ma spécialité, j'avais fait suffisamment de stages dans différents hôpitaux pour savoir que l'amnésie reste souvent une énigme. Manifestement, je souffrais d'une amnésie antérograde. Je n'avais plus aucun souvenir des événements qui avaient suivi mon entrée dans la pièce interdite du phare. Depuis ce jour, quelque chose s'était visiblement bloqué dans mon cerveau. J'avais disparu de ma vie pendant plus d'1 an. Mais pourquoi? Je réfléchis. J'avais déjà vu des patients incapables de fixer de nouveaux souvenirs après un traumatisme insupportable. Une réaction de défense pour ne pas sombrer dans la folie. Mais généralement, leurs souvenirs finissaient par refaire surface au bout de quelques jours. Or, dans mon cas, il s'agissait d'une période de plus d'1 année. Eh merde. Arthur Costello! Un flic en uniforme venait de hurler mon nom devant la porte de la cellule. « C'est moi !» dis-je en me levant. Il déverrouilla la grille et me prit par le bras pour me faire sortir. Nous parcourûmes un dédale de couloirs avant d'arriver à une salle d'interrogatoire. 20 mètres carrés, un large miroir, une table métallique fixée au sol entourée de 3 chaises dépareillées. Je reconnus le premier flic qui avait cherché à m'arrêter, que j'avais repoussé d'un coup de pied. Il avait un pansement au niveau de l'arcade sourcilière et me lança un regard mauvais qui voulait dire « sale con ». Sans bravade, je lui fis un clin d'œil qui signifiait « sans rancune, mec ».
Il était accompagné d'un autre officier, une latino aux cheveux noirs de jais relevés en chignon. L'air goguenard, elle me tendit un pantalon de treillis élimé, ainsi qu'un t-shirt en coton gris et rêche. Pendant que j'enfilais mes nouveaux habits, elle se présenta comme étant la booking officer chargée de la procédure à mon encontre et me conseilla de ne pas faire le malin avec elle. À son invitation, je déclinai mon identité, mon âge, mon adresse, ma profession. Après m'avoir informé des faits qui m'étaient reprochés, exhibitionnisme dans un lieu de culte, refus d'interpellation, coups et blessures sur un représentant des forces de l'ordre, elle me demanda si je les contestais. Alors que je gardais le silence, elle chercha à savoir si j'avais des antécédents psychiatriques. J'invoquai mon droit à ne pas répondre à ces questions et réclamai un avocat. « Avez-vous les moyens de vous en payer un, ou en désirez-vous un commis d'office ?» Je souhaiterais être défendu par le cabinet de maître Jeffrey Wexler, avocat à Boston.